Bonsoir, bienvenue à cette web conférence qui a pour sujet les perspectives conjoncturelles. Mon nom est Jean-Pascal Bechler, je suis conseiller économique à la BCV, c'est moi qui ai le plaisir de l'animer. Cette web conférence donc, est organisée par la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie et de la BCV. Nous pourrons entendre des intervenants de la BCV et de la CVCI. C'est une manifestation qui a lieu traditionnellement chaque année en plusieurs points du canton. Cette année, en raison des circonstances que vous connaissez, eh bien, on a dû choisir la formule en ligne. Mais finalement, le contenu dans ces circonstances est intéressant. On va commencer par les perspectives, un exposé sur les perspectives financières et économiques par René-Pierre Giavina, qui est stratégiste, à la BCV. Ensuite, je présenterai les perspectives de l'économie vaudoise, en me basant notamment sur le PIB vaudois. Et enfin, Patrick Tsurne, qui est responsable économique à la CVCI, nous présentera les résultats de l'enquête conjoncturelle de la Chambre. Et on va commencer tout de suite avec René-Pierre Giavina. Alors René-Pierre, est-ce que cette année 2021, est-ce qu'elle sera aussi difficile, peut-être aussi pourrie, pourrait-on dire, que 2020 ? Non, 2021 sera de meilleur acabit que 2020. Je vais vous en parler au cours des prochaines minutes. Par contre, laissez-moi revenir un tout petit peu en arrière sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a une année, lorsque je vous parlais des perspectives conjoncturelles, je vous parlais d'une année 2019 hors norme. Hors norme parce qu'il y avait des manifestations dans la rue gigantesques. Hors norme parce qu'il y avait des tensions commerciales importantes entre la Chine et les États-Unis. Hors norme aussi parce que plus près de nous en Europe, il y avait déjà des grandes discussions sur le Brexit. Malgré cette situation-là, je vous annonçais une reprise de l'activité économique. Cette reprise de l'activité économique, on l'a eue sur décembre et début janvier. Par contre, la pandémie a fortement brouillé les cartes. On le voit encore, cette pandémie, sur la carte que vous avez à l'écran. Les hotspots, si je peux me permettre, sont toujours dans les pays occidentaux, ce qui va fragiliser la croissance sur cette fin d'année. C'est ce que je vais vous parler au cours des prochains mois, des prochaines minutes, en vous parlant aussi de quelques éléments qui sont assez importants. La pandémie a fragilisé l'activité économique, n'empêche qu'elle a aussi mis en exergue certaines tendances qui pourront fondamentalement changer la manière dont va fonctionner l'économie mondiale. Si on essaye de schématiser ce qui s'est passé, on le voit sur ce graphique que vous avez à l'écran, on a eu une forte contraction de l'activité économique sur le premier trimestre, le deuxième trimestre, qui est mise en évidence par la ligne bleue. Et sur la ligne traitillée, vous avez la tendance de croissance économique si on poursuivait la croissance que l'on a connue ces 5 dernières années. Qu'est-ce qui va se passer au cours des prochains mois ou qu'est-ce qui ne va pas se passer au cours des prochains mois ? Premier élément qu'on va éliminer, c'est une reprise en V, c'est-à-dire une poursuite de la reprise conjoncturelle telle qu'on l'a connue au troisième trimestre. Pourquoi on n'arrivera pas dans cette situation-là ? Parce qu'on a des niveaux de confiance qui restent affectés, parce qu'on a un marché de l'emploi qui reste quand même un tout petit peu malmené, on va le voir sur le cas des États-Unis notamment, et parce qu'on a des secteurs d'activité qui sont encore complètement sclérosés. Une reprise suivie d'une forte contraction de l'activité économique, ce n'est pas notre scénario non plus, donc on ne devrait pas avoir un fort ralentissement de l'activité économique mondiale, je parle bien mondiale, au cours des prochains mois. Les moteurs de relance sont extrêmement exceptionnels. Les mesures de relance des banques centrales, des gouvernements sont présents. Ils vont être encore accentués au cours des prochains mois. Et on a des niveaux d'épargne qui restent relativement intéressants, donc qui vont soutenir l'activité économique. Donc on devrait se retrouver dans notre scénario sur une reprise carrée, une reprise en racine carrée, donc un fort rebond qu'on a connu au troisième trimestre. Par contre, après une croissance économique qui va être un tout petit peu moins dynamique, mais par contre, qui pourrait rester supérieure au potentiel à long terme de croissance dans les économies occidentales. Cette reprise, par contre, ne va pas être similaire dans tous les pays. Sur le graphique, vous avez à l'écran l'indice des directeurs d'achat composite de la Chine et des États-Unis. La Chine a le plus fortement ralenti et le plus rapidement ralenti au premier trimestre de l'année dernière. Ensuite, une forte accélération soutenue par des mesures de relance hors normes. Même schéma au niveau des États-Unis avec un peu de retard. Par contre, si on regarde aujourd'hui au niveau des indicateurs conjoncturels, on est dans une situation qui est extrêmement bonne, qui est bien meilleure que celle que l'on avait connue à fin 2019, avec des indices des directeurs d'achat composites qui sont au-dessus de 55, donc un soutien fort à l'activité économique. Comme je vous le disais, tout se passe de manière un tout petit peu plus difficile. En Europe, dans la zone euro, c'est plus compliqué. Vous me direz que c'est plus compliqué dans la zone euro depuis très longtemps. Regardez l'évolution d'indicateurs composites.
On est en train de se stabiliser, on flirte avec la limite de flottaison qui est à 50 au niveau de cet indicateur-là. Donc une situation conjoncturelle dans la zone euro qui va être un tout petit peu plus compliquée au cours des tout prochains mois. Si on prend le cas des États-Unis, on a représenté ici la croissance de l'activité économique aux États-Unis, l'évolution du PIB, avec le fort ralentissement du deuxième trimestre, avec la croissance exceptionnelle du troisième trimestre. Le chiffre de croissance du troisième trimestre aux États-Unis a été de 33% en rythme trimestriel annualisé. Donc des chiffres qui sont exceptionnels, qui ne vont pas se reproduire dans les mois qui viennent. Par contre, aux États-Unis, on devrait avoir une croissance économique supérieure à 3% ces prochains trimestres, soutenue par une reprise, une relance dynamique et une relance de la politique monétaire qui a été massive. On le voit très bien avec la politique monétaire de la Réserve fédérale qu'a mise en place la Réserve fédérale ce printemps. Elle a fortement baissé ses taux d'intervention. C'est la courbe orange traitillée que vous avez à l'écran. Ces taux d'intervention sont passés de 1,5% en début d'année à quasiment rien aujourd'hui. C'est le premier élément de soutien de l'activité économique. Le deuxième élément de soutien de l'activité économique a été la politique de relance quantitative de la Banque centrale américaine qui achète de la dette sur le marché pour baisser les taux d'intérêt. On le voit sur le graphique par l'évolution du bilan de la Réserve fédérale américaine, la courbe bleue que vous avez à l'écran, avec une hausse exceptionnelle de ce bilan de la Réserve fédérale américaine, qui est un élément qui a soutenu l'activité économique et qui va continuer à soutenir l'activité économique, même si l'ampleur de ce bilan ne va pas progresser comme ce que l'on a connu en début d'année dernière. Le gouvernement américain n'est pas resté les bras ballants, malgré toutes les discussions sur la politique budgétaire américaine. Le gouvernement américain a fortement réagi. Sur la courbe bleue que vous avez à l'écran, on voit l'évolution de la consommation des ménages, la consommation personnelle, qui est la courbe bleue, avec la forte baisse de cette consommation sur la première partie de l'année. Et tout de suite derrière, on voit l'évolution de la courbe traitillée orange, qui est les revenus disponibles des ménages américains. Ces revenus ont fortement progressé, puisque le gouvernement américain a émis des chèques, a donné des chèques à tous les ménages américains qui avaient un revenu de moins inférieur à 75 000 $, donc un élément de soutien à l'activité qui était extrêmement important. Les ménages n'ont pas tout dépensé, on le voit avec la courbe Bordeaux que vous avez à l'écran. La courbe Bordeaux, c'est le taux d'épargne. Donc des revenus des ménages qui progressent, une consommation qui diminue, ça se traduit par une épargne qui progresse fortement. On a des taux d'épargne aux États-Unis qui étaient exceptionnellement élevés. C'est en train de diminuer aujourd'hui, n'empêche que pour les mois qui viennent, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est qu'on a un niveau de revenus qui est supérieur à celui qu'on avait en début d'année. On a un taux d'épargne qui est important, donc qui donne du pouvoir à la consommation des ménages. C'est des éléments qui permettront de soutenir l'activité économique. Par contre, la Covid a accentué la fracture sociale. Si on prend un tout petit peu de recul et on regarde quelles sont les classes d'actifs qui ont été plus favorisées par les mesures de relance de la Banque centrale américaine et du gouvernement, ça a été les classes d'actifs qui étaient investies en bourse. Ça a été les populations qui étaient investies en bourse, c'était les populations qui étaient investies dans l'immobilier. Alors que les revenus les plus faibles, les revenus qui sont extrêmement sensibles à l'activité économique ou à certains secteurs d'activité, eux restent extrêmement fragilisés. C'est ce qu'il va falloir suivre au niveau des prochains mois, c'est l'évolution du taux de chômage. Comme le marché américain est extrêmement souple au niveau du marché de l'emploi, on voit l'évolution du taux de chômage, c'est la courbe bleue que vous avez à l'écran. On avait un taux de chômage de 3,5-3,6% au début de cette année. Avec le confinement, avec l'arrêt des chaînes de production, ce taux de chômage a grimpé au-delà des 12%. Et très rapidement, une fois que les mesures de déconfinement ont été mises en place, on a une diminution de ce taux de chômage. Aujourd'hui, on a un 7% de taux de chômage. Donc il faudra voir au cours des prochains mois à quelle vitesse ce taux de chômage va baisser. Il ne va pas avoir le même rythme. Par contre, on devrait avoir graduellement un soutien du taux de chômage au niveau de l'activité économique. Ça ne sera pas suffisant. Il faudra aussi de nouvelles mesures de relance du gouvernement. C'était discuté avant les élections, ça va être encore discuté au cours des prochains mois. On aura un plan de relance budgétaire qui va se mettre en place. Par contre, il ne sera peut-être pas aussi ambitieux que ce qu'on pouvait imaginer alors qu'on attendait la vague bleue, la vague des démocrates au gouvernement américain. On aura des nouvelles mesures de soutien. Le Covid a été un accélérateur du changement. Je ne parlerai pas de la digitalisation, puisque tout le monde en parle. Je mettrai simplement en évidence le comportement de la Banque centrale européenne. Lors de la crise de la zone euro de 2010, de 2010 et des années suivantes, la Banque centrale européenne avait mis 2 ans pour pouvoir mettre en place des mesures de relance quantitatives pour soutenir l'activité économique. Ce printemps, elle a mis 2 semaines. Donc le Covid est un accélérateur de changement qui est extrêmement fort et qui devrait rester au cours des prochains mois. Que se passe-t-il dans la zone euro ? Le schéma est relativement même qu'aux États-Unis. Une forte contraction de l'activité économique de la zone euro en ce début d'année. On le voit, toutes les courbes
d'évolution du PIB sont à la baisse, avec une chute de pratiquement 20% du PIB de l'Espagne, qui est la courbe grise, avec l'Allemagne qui continue à jouer le meilleur élève, mais l'un dans l'autre, la croissance, enfin le moins pire élève, mais l'un dans l'autre, la croissance économique de la zone euro a baissé de pratiquement 15% avant de rebondir. Ce rebond commence à être malmené. Les derniers sondages conjoncturels que l'on peut voir commencent à être un tout petit peu érodés. C'est clair qu'avec les mesures de confinement qui ont été remises en œuvre ces deux derniers mois dans la zone euro, ça fragilise la confiance, mais on devrait avoir des niveaux de confiance qui restent à des niveaux relativement rassurants, même si ça va se traduire par une activité économique dans la zone euro qui va être vraisemblablement négative sur le quatrième trimestre et légèrement négative sur le début de l'année. Qu'est-ce que ça signifie au niveau des bilans des gouvernements? À l'écran, vous avez les déficits budgétaires européens. Rappelez-vous les critères de Maastricht qui voulaient mettre en place une zone européenne avec des finances solides, avec des déficits budgétaires qui ne devaient pas dépasser 3% du PIB. On n'y était pas arrivé avant, on n'arrivera pas après. Les déficits budgétaires sont en train de s'enfoncer de manière relativement forte. On le voit sur le graphique que vous avez à l'écran. Donc la zone euro a été le fossoyeur du traité de Maastricht. Dorénavant, les déficits budgétaires ne vont plus être pris en compte. Dorénavant, la dette des gouvernements ne va plus être prise en compte puisque tous les gouvernements européens vont voir leur endettement dépasser les 80% du PIB et nettement plus au cours des prochains mois. En termes de politique monétaire, je dirais on prend les mêmes et on les garde. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Les banques centrales ont été extrêmement réactives. La Réserve fédérale américaine a été le plus réactive, comme je vous ai dit. Elle a baissé ses taux courts, elle a mis en place des mesures de relance quantitative. Mais au-delà de ces éléments purement ponctuels, elle a totalement changé sa manière de travailler au niveau de l'activité économique. Elle a modifié sa politique monétaire. Jusqu'à présent, toutes les banques centrales occidentales avaient comme premier objectif l'évolution de l'inflation. En fait, une évolution de l'inflation inférieure à un certain niveau. Dorénavant, la Réserve fédérale américaine a un objectif de croissance du marché de l'emploi avec une inflation qui reste en objectif secondaire. Donc on va se retrouver au cours des prochains mois avec une inflation aux États-Unis qui pourra progresser, ce qui serait un élément qui est positif pour les déficits budgétaires, une inflation qui peut progresser, qui peut dépasser l'ancienne norme de 3%, et par contre une réserve fédérale américaine qui maintiendra ses taux d'intervention en territoire proche de zéro durant 2, 3, voire 4 ans, malgré l'évolution de l'activité économique. Au niveau de la Banque centrale européenne sera aussi forcée de maintenir ses taux d'intervention en territoire négatif. Ils sont légèrement en territoire négatif, c'est la courbe verte que vous avez à l'écran. Elle peut se permettre, parce que l'inflation dans la zone euro est aussi en territoire négatif, mais elle n'aura pas d'autre choix pour que la croissance puisse repartir durablement au cours des tout prochains mois. Question pertinente ou impertinente pour la suite, est-ce que le Covid sonne-t-il le glas de l'indépendance des banques centrales? Depuis pratiquement 30 ans, toutes les banques centrales ont milité pour être totalement indépendantes du pouvoir politique. Par contre, si on prend un tout petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé depuis la dernière crise financière, ce sont les banques centrales qui sont massivement intervenues en 2008-2009 pour sauver la croissance économique. C'est la Banque centrale européenne qui a intervenu en 2010-2011 pour sauver la zone euro. Ce sont les banques centrales qui sont toutes intervenues ce printemps pour soutenir l'activité économique et mettre leur taux d'intérêt au plancher. Que va-t-il se passer si l'inflation repart? Que va-t-il se passer si on a une nouvelle crise financière? Est-ce que les gouvernements ne vont pas essayer de forcer les banques centrales à intervenir? Elles le font déjà un tout petit peu aujourd'hui, puisque aujourd'hui, les principaux acheteurs de dette gouvernementale dans les pays occidentaux sont les banques centrales. Pour la petite histoire, la Réserve fédérale américaine a acheté depuis le début de l'année plus que la totalité de ce qu'a émis le Trésor américain. Donc on voit que les banques centrales sont extrêmement actives et vont continuer à maintenir cette activité au cours des prochains mois. Si on revient maintenant sur ce qui se passe au niveau de l'activité économique suisse, vous avez à l'écran la croissance de l'économie suisse en glissement annuel. La Suisse n'a pas évité la récession, malgré toutes les mesures qui ont été mises en place pour tempérer la dégradation du marché de l'emploi, malgré toutes les mesures qui ont été mises en place pour soutenir l'activité économique. La croissance du PIB suisse a fortement baissé. Elle a baissé moins fortement que celle de la zone euro. Le troisième trimestre devrait être synonyme de forte accélération de la croissance économique. Par contre, on va avoir aussi une fin d'année un tout petit peu plus compliquée. Comme vous le savez, je préfère regarder le verre à moitié plein. Qu'est-ce qui est positif au niveau de l'activité économique suisse? On le voit sur le graphique que vous avez à l'écran avec l'évolution des indices des directeurs d'achat. Ces indices des directeurs d'achat ont fortement progressé.
ils se maintiennent au-dessus du niveau de 50, donc on parle d'accélération de la croissance économique. C'est un élément qui va rester dynamique au cours des prochains mois, surtout que les carnets de commandes sont en forte progression. Deuxième élément qui est extrêmement rassurant au niveau de l'activité économique suisse, c'est l'évolution de la consommation des ménages. On le voit sur le graphique, l'évolution des ventes au détail, qui sont calculées en glissement annuel. Ces ventes au détail ont fortement reculé sur le 2 premiers trimestres avec toutes les mesures de confinement. Par contre, le rebond a aussi été extrêmement massif sur le 2e trimestre. Et on s'est retrouvé même le mois passé avec un montant de vente au détail qui était supérieur à celui qu'on avait en février. Donc c'est un élément qui est extrêmement rassurant, qui montre la résilience de l'économie suisse et qui va être extrêmement rassurante pour la suite, même si le niveau de confiance reste encore un tout petit peu en dessous des attentes. Le niveau de confiance, on le voit sur le graphique, c'est la courbe orange trétillée que vous avez à l'écran. Donc on a une amélioration de la confiance. Par contre, c'est clair qu'avec toutes les mesures de confinement qui ont été remises en place ces derniers mois, la situation est un tout petit peu péjorée. Un autre élément à mettre en évidence, c'est l'évolution du commerce extérieur. En début d'année, c'était un tout petit peu la panique à bord sur l'évolution du commerce extérieur. C'est clair que les exportations ont fortement baissé. Par contre, avec le redémarrage fort de l'activité économique chinoise, la croissance chinoise, ce sera la seule économie mondiale à être positive cette année, avec la relative résilience de l'économie américaine, qui sont 2 de nos principaux pays exportateurs. La croissance des exportations devrait revenir aussi au cours des prochains mois, pas nécessairement d'ici la fin de l'année, mais à partir du début de l'année prochaine, on devrait avoir un commerce extérieur qui recontribue positivement à la croissance. Ce graphique, je vous l'ai déjà présenté il y a une année, c'est l'évolution de la production industrielle, qui était déjà à la baisse il y a une année. C'est l'évolution des taux d'utilisation des capacités de production, qui était déjà relativement élevés. Regardez la baisse des taux d'utilisation des capacités de production, elle a encore plongé depuis le début de l'année. C'est clair qu'avec des secteurs d'activité qui ont été fermés, les taux d'utilisation des capacités de production sont extrêmement faibles, donc ce qui donne du potentiel pour la suite. Par contre, ces faibles taux d'utilisation des capacités de production peuvent avoir un effet néfaste au niveau des investissements, puisque c'est clair que si vous avez des capacités de production à disposition, si la demande progresse, vous allez utiliser davantage vos capacités de production avant d'investir. Là, je parle bien au niveau de l'activité manufacturière ou de l'activité industrielle. Par contre, il y aura d'autres éléments d'investissement qui vont être soutenus au cours des prochains mois. C'est les dépenses du gouvernement et c'est aussi les dépenses liées à l'immobilier qui restent encore toujours relativement soutenues. Que va faire la BNS dans cet environnement d'incertitude conjoncturelle, d'incertitude sanitaire? Que va faire la BNS alors que l'évolution de l'inflation est en trajectoire négative? C'est la courbe trétillée orange que vous avez à l'écran pour l'inflation de base et l'étoile orange que vous avez à l'écran, c'est l'inflation totale. On est pour le 8e mois ou le 9e mois en trajectoire négatif au niveau de l'inflation. La BNS n'a pas d'autre choix, surtout que le franc reste relativement fort, que de maintenir sa politique monétaire telle qu'elle, c'est-à-dire des taux d'intervention à moins 0,75 et une mesure d'intervention toujours sur le marché d'échange. On va en parler quand je terminerai ma présentation. Pour la partie taux court, c'est relativement facile. Pour la partie taux long, qu'est-ce qui va se passer? On est dans un paradigme totalement différent de ce que l'on a connu ces dernières années ou lors des précédentes périodes de récession. Aujourd'hui, les taux longs sont anesthésiés par la répression financière mise en place par les banques centrales. Comme les banques centrales achètent de la dette sur le marché et achètent pratiquement tout ce qu'elles peuvent sur le marché, elles maintiennent les taux longs à des niveaux extrêmement bas, des niveaux qui peuvent être décorrélés de ce qui se passe au niveau des fondamentaux. Regardez ce qui se passe au niveau du marché américain. On a eu une croissance de 33% au 3e trimestre. Si on fait en glissement annuel, on avait une croissance d'à peu près 7%. Les taux à 10 ans américains sont à 0,7%, donc on a une déconnexion qui est extrêmement forte entre le niveau des taux et le niveau de l'activité économique. C'est une situation qui va perdurer au cours des prochains mois, puisque les banques centrales restent là, restent présentes pour maintenir les taux d'intervention à de très bas niveaux. Qu'est-ce qui va se passer donc au niveau des taux longs suisses? Les taux longs suisses vont rester à des niveaux très bas au cours des prochains mois, en tout cas sur le tournant de l'année. L'année prochaine, comme on devrait être dans une phase d'accélération de la croissance avec des chiffres de croissance qui vont être positifs, voire largement positifs dans les économies occidentales, comme on aura une inflation qui va s'extirper du territoire négatif, on pourra avoir quelques tensions haussières sur les taux longs. Quand je parle de quelques tensions haussières, ça veut dire une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de points de base qui ne feront pas que les taux à 10 ans de la Confédération repassent en territoire positif sur l'année prochaine. Pour en finir, l'évolution du franc, sans surprise, quand tout se passe mal dans le monde, le franc a tendance à se renforcer. On le voit sur la courbe que vous avez à l'écran, vous avez l'évolution du franc par rapport à l'euro. Le franc s'est renforcé sur la première partie de l'année, sur le premier trimestre jusqu'à fin mars. Ensuite, il a perdu un tout petit peu de terrain. Pourquoi le franc a perdu un tout petit peu de terrain? 2 éléments principaux là derrière. Le premier,
c'est l'intervention de la BNS. On le voit sur la courbe traitée orange, l'évolution du bilan de la BNS. On a eu une forte progression du bilan de la BNS, ce qui veut dire que la BNS a défendu sa devise et a fortement augmenté son bilan. Le montant de l'intervention de la BNS sur la première partie de l'année a été beaucoup plus important que lors de l'abandon du taux plancher en 2015. Et la BNS, elle a encore annoncé la semaine passée, va continuer à être prête à intervenir sur le marché des changes pour éviter que le franc suisse se renforce exagérément. C'est le premier élément qui va rester présent, une BNS qui va toujours intervenir pour éviter que le franc suisse se renforce de manière exagérée. Deuxième élément à mettre en évidence, c'est l'attrait des investissements en dehors du franc suisse. Sur le graphique, vous avez à l'écran, vous avez l'évolution de l'euro-franc suisse aussi, la courbe bleue, et en parallèle, la courbe orange traitillée, et en parallèle, l'évolution des taux différentiels de rendement entre les taux à 10 ans que l'on peut avoir en investissant en euros ou les taux à 10 ans que l'on a sur les emprunts de la Confédération. Aujourd'hui, il n'y a plus de différentiel de rendement, donc ce qui veut dire que pour un investisseur qui a du cash à placer ou qui a du cash à investir, il n'a aucun intérêt à acheter des obligations allemandes qui offrent des rendements au même niveau que les francs suisses, même temporairement des niveaux qui sont extrêmement, qui sont même en territoire, des différentiels de rendement qui sont en territoire négatif. Donc dans ce contexte-là, un franc suisse qui va rester relativement fort par rapport à l'euro, pour que le franc suisse perde du terrain, il faudra deux choses. Le premier, c'est que la croissance de la zone euro soit plus dynamique que celle de la Suisse. Pour cela, il faudra que les gouvernements européens se mettent d'accord pour mettre en œuvre le plan de relance qu'ils ont décidé il y a 6 mois. On devrait y arriver, par contre ça se passera encore avec quelques écueils. Et le deuxième élément, pour que le franc suisse perde graduellement du terrain par rapport à l'euro, il faudra que les taux en euros, les taux internationaux grimpent davantage pour diminuer un tout petit peu l'attrait du franc pour les investisseurs financiers. Voilà, j'en ai fini avec mon intervention. Je repasse la parole à Jean-Pascal pour la suite. Merci René-Pierre pour ces perspectives qui sont, ma foi, mitigées pour le moins. Et on va voir ce que ça signifie durant les prochaines minutes pour le canton de Vaud. Je vais notamment me baser sur le PIB vaudois, un PIB cantonal qui est calculé par l'Institut CREA de l'Université de Lausanne, qui est publié en commun par la BCV, par la CVCI et l'État de Vaud, donc le service de la promotion de l'économie et de l'innovation et statistique Vaud. C'est donc un partenariat public-privé et on va voir tout de suite ce que donnent les dernières prévisions. Prévisions que vous pouvez voir ici en primeur, vu qu'elles seront publiées demain. Sans surprise, pour 2020, une récession extrêmement profonde d'environ 5% dans le canton, un PIB donc qui baisserait d'environ 5%. Si on compare 2020 à 2009, 2009 c'était juste après la crise financière, après la faillite de Lehman Brothers, après une tempête financière mondiale où le PIB vaudois n'avait reculé que de 0,5%. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus important. Pour l'année prochaine, ma foi, les perspectives vont dans le sens d'un retour de la croissance. Il faut être prudent avec les prévisions, dans la mesure où il y a toujours des incertitudes sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan de l'économie mondiale, mais aussi sur le plan des mesures de restriction qu'on peut prendre chez nous. Mais d'autres incertitudes positives aussi. On entend depuis quelques semaines parler de vaccins, de développement d'un vaccin qui a progressé. Et là, ça pourrait ouvrir une fenêtre à confirmer pour voir une croissance qui pourrait s'améliorer l'an prochain. Si on regarde les prévisions par branche, on comprend pourquoi cette évolution est aussi négative cette année. Lors de la crise financière et de la récession de 2009, en fait, surtout avaient été touchées les branches exportatrices, l'industrie. Toute l'économie intérieure, essentiellement des services, eux, avaient été peu touchés. Cette année, pratiquement toutes les branches sont dans le rouge, et même certaines très fortement, y compris dans les services. L'année prochaine, à l'inverse, la plupart des branches devraient être dans le vert, ce qui devrait alimenter cette reprise de l'activité. Mais vraiment, ce qui est spécial cette année, c'est cette baisse qui est extrêmement généralisée de branches qui avaient aussi tenu le coup en 2009, comme notamment le commerce ou les services aux entreprises.
Malgré ça, le chômage augmente de manière modérée. Vous avez à l'écran l'évolution du chômage. La courbe verte, c'est dans le canton, la courbe rouge, c'est en Suisse, et en gris, c'est dans les différents districts vaudois. On voit qu'il y a une hausse finalement assez marquée. On est passé d'environ 3% à 4,5%. C'est pas rien, mais on reste dans des taux de chômage qu'on avait déjà connus depuis 2010. Donc là, une situation qui, sur ce plan-là, n'est pas si grave. Et ça, c'est parce que les autorités sont intervenues fortement. Vous avez à l'exemple les RHT, donc les indemnités pour réduction de l'horaire de travail. On voit la courbe qui a bondi dans le canton à plus de 150 000 personnes après le printemps, après le confinement du printemps. En Suisse, c'était 1 million de personnes qui étaient concernées par les réductions d'horaire de travail. Et si on regarde 2009, c'était quelques milliers de personnes dans le canton. Finalement, c'est quelque chose qui n'a aucune mesure. Ce qu'on vit aujourd'hui est sans commune mesure avec ce qu'on a vu en 2009. Et par contre, avec l'amélioration du climat conjoncturel, qui s'est quand même amélioré, même si ce n'est pas parfait encore, on voit cette forte baisse, des demandes d'indemnité pour réduction de l'horaire de travail. Au niveau de l'emploi, comme sur le chômage, finalement, on a une dégradation, certes, une baisse du nombre de créations d'emplois. Vous avez ici les créations d'emplois par trimestre. Donc, c'est le dernier bâtonnet vert, c'est le deuxième trimestre qui est comparé au deuxième trimestre de 2019. Donc beaucoup moins de création d'emplois que ces dernières années, mais on n'est pas passé en mode destruction d'emplois, ce qui est pour l'instant une excellente nouvelle. Et en rouge, c'est ce qui se passe en Suisse. Là aussi, perte de dynamique, mais finalement des dégâts qui sont contenus. Pour la suite, je vais me baser sur les indicateurs de la Commission conjoncture vaudoise. C'est des sondages c'est le résultat de sondages auprès des entrepreneurs du canton qui sont publiés là aussi dans le cadre d'un partenariat public-privé réunissant de nouveau l'État de Vaud, la CVCI et la BCV, mais aussi des associations de branches, car ces sondages sont réalisés dans 5 branches. La méthode est très simple, c'est la méthode des soldes. On ne tient pas compte des réponses positives, des réponses neutres. On prend le pourcentage de réponses négatives. On prend le pourcentage de réponses positives auquel on soustrait le pourcentage de réponses négatives. Quand cette soustraction donne un chiffre de 0, c'est qu'il y a un optimisme entre optimisme et pessimisme. Quand il est au-dessus du 0, c'est l'optimisme qui prévaut. Quand il est au-dessous, c'est le pessimisme. Et là, premier exemple, c'est l'industrie, l'évolution de la marge des affaires dans l'industrie, dans le canton courbe verte. En Suisse, la courbe rouge, c'est tiré des sondages du COF, donc c'est comparable. On voit le plongeon à la suite du confinement, de la fermeture des frontières aussi généralisée dans le monde. Une industrie qui a tout à coup broyé très fortement du noir, plus même que pendant la récession qui a suivi la crise financière, mais une situation qui s'améliore, qui finalement s'améliore gentiment. L'hôtellerie-restauration, vous noterez le chiffre, moins 90, pratiquement 9 hôteliers ou restaurateurs sur 10 sont négatifs par rapport à leur situation. Il y a eu le premier confinement, des mesures qui ont continué par la suite à restreindre le mouvement, à finalement diminuer les capacités, un tourisme international qui est resté absent, un tourisme, une demande de la clientèle suisse qui a certes augmenté, qui a un peu compensé la baisse de la demande de clientèle étrangère, mais ça c'était surtout dans les stations de montagne. Les hôtels des villes ont fortement souffert, donc une branche qui continue d'être dans une situation difficile, et ce d'autant qu'elle est de nouveau confinée avec la deuxième vague. La construction, des chantiers ont fermé au printemps, grande incertitude, plongeon de l'estimation de la marge des affaires par les entrepreneurs et rebond depuis. Et ça pourquoi ? Parce qu'on construit beaucoup dans le canton. Sur ce graphique, vous avez l'évolution du nombre de nouveaux logements qui sont construits par année. En vert, ce sont les logements locatifs, en rouge les PPE et en bleu les maisons familiales individuelles. On est au total à environ 5 000 objets par année, donc on a un rythme qui reste solide. Ce
qu'on voit aussi, c'est que le logement locatif a pris le dessus, beaucoup moins d'immobilier en priorité, en propriété individuelle. Et ça contribue à soutenir les prix que vous voyez dans ce graphique, avec les maisons familiales individuelles, les appartements PPE, la moyenne du canton en vert, la moyenne suisse en rouge et tous les districts en gris. On voit qu'au premier semestre, malgré le confinement du printemps, bien, les prix ont continué d'augmenter. Ils ont atteint même de nouveaux records. Et ça s'explique par la baisse de l'offre aussi en matière de propriété individuelle, mais aussi par des taux d'intérêt qui restent très bas. Et donc finalement un domaine qui reste là solide. Le commerce, grosse déprime au printemps, et ça on le comprend, puisqu'une grande partie des commerces ont été fermés, tout ce qui était dit non essentiel, alors que ne pouvaient rester ouverts que les commerces alimentaires. Une situation qui s'est finalement fortement détendue, on l'a vu dans l'exposé de René-Pierre Giavina avec les ventes au détail. Et là, même si la situation est toujours, même si les commerçants sont toujours globalement plutôt négatifs, ils le sont beaucoup moins qu'ils ne l'étaient au printemps. Et les services, soutien traditionnel à l'économie vaudoise, qui eux aussi ont fortement ressenti le confinement du printemps. Ça a été synonyme de baisse de la demande dans certaines activités, d'arrêt d'activité pour d'autres, et aussi de fonctionnement perturbé, avec notamment la fermeture des écoles qui obligeait certaines collaboratrices ou certains collaborateurs à s'occuper des enfants en même temps qu'elles ou ils télétravaillaient. Mais une situation qui, là aussi, commence à s'améliorer. Voilà, j'ai terminé cette partie et je vais passer la parole à Patrick Surne de la CVCI qui va nous présenter le sondage de la Chambre. Patrick, finalement, est-ce que les réponses que vous avez obtenues, est-ce qu'elles vont dans le même sens de celles que montrent ces indicateurs ? Oui, Jean-Pascal, pas de miracle, effectivement. Les chiffres confirment effectivement ce que vous venez de présenter. On va se focaliser dans les prochaines minutes sur les résultats de cette enquête conjoncturelle qu'on a conduite à la fin de l'été, en fait, à la fin de cette première vague. Donc avant aussi les mesures de restriction supplémentaires qui ont été mises en place. Vous voyez, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, le détail de cet échantillon. Plus de 700 réponses qui représentent environ 54 000 emplois. Donc on voit aussi un échantillon très représentatif du tissu économique vaudois. On le voit aussi dans les structures des entreprises, puisque énormément de PME sont comprises dans cet échantillon, ce qui est vraiment conforme à notre économie. Vous voyez, près de 90% qui sont tout simplement des petites et moyennes entreprises. Donc vraiment, on peut extrapoler sans autre ces résultats à l'ensemble du canton de Vaud. Et on va voir effectivement à travers quelques indicateurs comment la situation est perçue à l'heure actuelle. Si je prends le premier indicateur, celui de la marge des affaires, et là vous avez en fait les différents chiffres qui sont présentés, ce sont des soldes. C'est exactement la méthode que Jean-Pascal vient d'expliquer. On soustrait en fait les avis négatifs aux avis positifs. En l'occurrence, vous avez l'exemple ici pour cette année 2020. Comment la marge des affaires est jugée ? Eh bien, 36% la juge mauvaise, médiocre, 23% la juge bonne. On fait la soustraction de ces deux pôles et on arrive à un solde de moins 13. Donc, au-delà du chiffre en soi, ce qu'il faut voir, c'est vraiment l'évolution à travers les années, les comparaisons. Et vous avez sur le graphique suivant un très bon exemple en fait, de ces cycles conjoncturels. En 2009, la crise, on a un plongeon vraiment drastique par rapport à 2008, une certaine stabilité ensuite avec l'introduction du taux plancher. 2015, c'est justement l'abandon de ce taux plancher et puis une reprise ensuite progressive avec 2 années, 2018 et 2019, qui étaient excellentes. Et on voit l'ampleur de cette chute par rapport à l'année dernière, le contraste est saisissant. Voilà, l'ampleur de la chute est encore plus forte que la crise de 2015 et surtout que la crise de 2009. Donc on voit vraiment une économie touchée de plein fouet. On va voir après plus en détail aussi comment ça se décompose. Et vous voyez qu'au niveau des perspectives, c'est la courbe bleue, eh bien, il y a une incertitude vraiment très forte parmi les prévisions des entreprises vaudoises, puisqu'on voit une situation qui ne devrait pas s'améliorer, en tout cas pas dans les prévisions qui sont faites à 6 mois. Si on en vient maintenant à la comparaison entre les deux gros secteurs de notre économie,
l'industrie et les services. Si on prend le secteur secondaire, tout d'abord, c'est vrai que la chute est drastique aussi parce que notre industrie est fortement exportatrice. Alors c'est clair que la branche de la chimie pharma a pu compenser un petit peu les difficultés des autres branches. Néanmoins, la chute est là aussi drastique. Forte dépendance au marché étranger. Et comme c'est une crise globale, bien évidemment que nos entreprises exportatrices sont touchées. Mais au niveau des services, ça se ressent aussi, un marché intérieur qui est fortement impacté. Ça a été dit, hein, et tout le monde l'a bien constaté aussi au printemps, avec des commerces fermés, des services à la personne aussi qui ont subi de plein fouet ce premier confinement, et puis maintenant aussi des restrictions, notamment dans la restauration, qui sont drastiques. Et ça se ressent aussi dans ces perspectives. Donc le marché intérieur, la consommation intérieure n'arrive pas à compenser ça. Et donc, c'est clairement dans l'ensemble de notre économie que les difficultés se ressentent. Ce graphique aussi illustre ces propos, puisque vous avez la comparaison entre les entreprises qui sont fortement dépendantes de l'étranger, qui exportent tout ou partie de leurs affaires, et puis les entreprises qui sont essentiellement tournées sur le marché intérieur. Alors forcément, les entreprises qui sont fortement exportatrices subissent de plein fouet cette crise, mais justement, le constat qu'on observait tout à l'heure, c'est que le marché intérieur aussi ne suffit pas à combler ces pertes. Lors du premier confinement, notamment, il y a eu des fermetures qui font que ces pertes ne pourront tout simplement pas être rattrapées. Et les restrictions qui sont actuellement en vigueur sont certes moins fortes qu'au printemps, mais avec des conséquences aussi drastiques. Vous avez ici la comparaison entre les différents cantons, puisque pour la première fois, cette enquête s'est conduite dans tous les cantons de Suisse latine, donc tous les cantons romans ainsi que le Tessin. Vous avez peut-être vu passer la semaine dernière le communiqué de presse des chambres de commerce de Suisse latine à ce propos. Alors sans entrer trop dans les détails, en fait, c'est tout simplement pour vous montrer à quel point en fait, la situation est similaire, peu importe le nombre de cas aussi qui sont relevés, le nombre de restrictions plus ou moins sévères, mais on est entre guillemets tous dans le même bateau avec une situation 2020 très compliquée, puis les perspectives à 6 mois qui devraient rester tout autant difficiles. Ça se ressent aussi au niveau de la marge des entreprises. Ce graphique est très parlant aussi puisqu'on voit une baisse de la marge d'autofinancement. Ça, c'est vraiment le niveau de satisfaction aussi. Donc, on sonde aussi les entreprises par rapport à leur satisfaction au niveau des marges. C'est clair que la crise a rogné les marges, ça réduit aussi la capacité financière des entreprises, augmenter l'endettement aussi pour beaucoup d'entre elles. Et puis on voit que la situation elle est très compliquée dans l'industrie, mais là aussi dans les services, on constate une forte baisse du niveau des marges et qui sera difficile aussi de combler. Et ça a un impact aussi sur les investissements, on le verra tout à l'heure. Au niveau des salaires, alors là, c'est vraiment, je dirais, l'indicateur sur lequel on constate le moins de dégradation, heureusement, pour le moment. Vous avez ici aussi les comparaisons entre l'évolution enregistrée des salaires comparée aux prévisions qui sont établies par ces mêmes entreprises. Et en comparaison aussi de l'inflation pour voir l'évolution des salaires réels. Donc on constate 2 années précédentes qui ont été excellentes, on l'a dit. Ça s'est ressenti sur l'évolution des salaires avec des hausses de plus de 1%. C'était le cas en ce début d'année avec 1,1% de hausse moyenne des salaires. Par contre, au niveau des perspectives, c'est vrai qu'on note une hausse moyenne prévue à 0,7% seulement. Alors, voilà, ça reste faible, mais heureusement, vu l'évolution de l'inflation et de l'indice des prix à la consommation, on devrait rester avec une évolution des salaires réels positive. Ces prévisions se décomposent de la manière suivante dans les différents secteurs. Dans l'industrie, une hausse moyenne un peu moins forte, à 0,6% prévue. Dans les services, on est à 0,8%, c'est un peu plus élevé, malgré le fait que vous le voyez, 2/3 des entreprises ne prévoient aucune hausse salariale l'an prochain dans le secteur tertiaire. Comparaison aussi à nouveau entre les différents cantons. Le canton de Vaud se situe un peu dans la moyenne pour ce qui est des hausses prévues. Vous voyez entre 0,4% dans les cantons du Valais et du Jura jusqu'à 0,9% dans le canton de Neuchâtel. Donc on voit qu'on se situe à peu près dans la moyenne, mais cette tendance à la baisse des hausses salariales, elle se constate vraiment aussi dans tous les cantons romans. Au niveau de l'emploi, la situation est compliquée. Malgré la mise en place de RHT, on note une augmentation de plus de 50% du chômage en une année. Ce qui est très élevé. Ça se ressent aussi dans les chiffres issus de notre enquête. Vous avez là aussi la comparaison à travers la méthode des soldes. Et on voit que la situation
elle est négative puisque plus d'entreprises en fait ont réduit leurs effectifs. Vous avez un quart des entreprises qui ont réduit cette année leurs effectifs, donc une proportion très élevée. On a l'impression, en tout cas, c'est ce qui ressort de cette enquête, que le gros des licenciements est heureusement derrière nous. Comme je l'ai dit, 50% d'augmentation du taux de chômage sur une année, c'est énorme. Alors, on devrait avoir encore des licenciements l'année prochaine, mais ça devrait heureusement se stabiliser. On s'attend donc, en tout cas, les 3/4 des entreprises s'attendent à une situation stable en termes d'emploi l'an prochain. Donc c'est plutôt bon signe. Et même s'il y en a encore des réductions d'emplois prévues dans le premier semestre, ça devrait être compensé dans le deuxième semestre de l'année prochaine. Là aussi, comparaison entre les deux secteurs, industrie et services. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais la détérioration du marché de l'emploi se constate aussi bien dans l'industrie que dans les services. Pour l'an prochain, on devrait avoir des réductions d'effectifs un peu plus importantes dans l'industrie, une stabilité dans les services, mais une situation quand même qui est très similaire entre ces deux secteurs. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau du constat qu'on fait dans le canton de Vaud, il ressort aussi également dans les autres cantons latins, avec entre guillemets ce creux de la vague qui semble être passé en termes de réduction d'effectifs, et puis une situation qui devrait rester compliquée en 2021, mais quand même avec une légère amélioration par rapport à 2020. Là aussi, c'est grâce au fait que les RHT pourront sont en vigueur encore jusqu'à la fin de l'année prochaine. Dernier indicateur au niveau purement économique, c'est celui des investissements. Là aussi, ça nous donne vraiment bien compte de la situation actuelle. Je l'ai dit tout à l'heure, on a vu un niveau de satisfaction des marges vraiment peu élevé, des conséquences vraiment drastiques en termes de marge sur les entreprises. Ça se ressent dans les investissements. Effectivement, vous avez tout simplement là le pourcentage d'entreprises qui investissent. 29% des entreprises prévoient des investissements l'an prochain. C'est en nette baisse par rapport à cette année, qui était déjà en baisse par rapport à l'année précédente. Et puis, on constate aussi au niveau des montants qui sont investis, vous n'avez pas le détail ici, mais c'est ce qui ressort de notre enquête. Non seulement la proportion d'entreprises diminue, de celles qui investissent, mais en plus, les montants, forcément, diminue également, on rentre dans un cercle vicieux et c'est clair que tout retard pris en termes d'investissement se paye à moyen terme clairement, et donc ça c'est une grosse inquiétude aussi qui ressort de cette enquête. Au niveau des prévisions d'investissement, vous voyez le pourcentage par en fait secteur, donc 41% d'entreprises industrielles qui investissent. Forcément, ce taux est toujours en moyenne plus élevé que dans les services, mais clairement la comparaison par rapport à 2020, elle est très très forte. Les prévisions vraiment d'investissement pour l'an prochain sont en diminution un peu partout. Ça se constate aussi dans les différents cantons, même si on a là, cette fois, beaucoup plus de disparités quand même entre l'évolution enregistrée déjà et puis aussi au niveau des prévisions. On voit que les entreprises vaudoises, là, elles se situent vraiment dans le bas du classement, on va dire. 29% des entreprises, on l'a dit, qui prévoient les investissements l'an prochain. C'est bien inférieur à certains cantons. Ça montre aussi peut-être que dans le canton de Vaud, plus qu'ailleurs, les entreprises ont besoin de soutien étatique notamment. Donc voilà un peu pour ce premier tour cette analyse en fait des résultats de notre enquête conjoncturelle. On a un deuxième volet sur lequel on a planché, c'était celui du télétravail qui a subi ce printemps un gros coup d'accélérateur et puis qui à nouveau cet automne repart en trombe parmi les entreprises. On a voulu un peu savoir quelle était l'implémentation en fait, quelle était l'implémentation des entreprises au niveau du télétravail. Ce qui ressort de cette enquête, déjà, c'est que le télétravail n'est pas une nouveauté en fait, pour toutes les entreprises. Il y en a quand même une bonne proportion qui le pratiquaient déjà avant. On le voit sur le graphique, 40% environ au total, qui le pratiquaient de manière régulière avant la crise. À cela s'ajoutent 25% d'entreprises qui le faisaient de manière restrictive, donc pour des cas ponctuels ou extraordinaires. Et puis, évidemment, il y a toute une partie des entreprises qui ne peut tout simplement pas mettre en place du télétravail en fonction de leur activité. C'est le cas dans la production, bien sûr, dans les services à la personne notamment aussi. Donc ça, c'est vraiment une partie des entreprises qui ne sont tout simplement pas en mesure de mettre du télétravail. Mais il y a une petite partie aussi qui le faisait tout simplement, qui ne le faisait pas par choix aussi. C'était une volonté de ne pas implémenter du télétravail. On va voir aussi après pourquoi, quelles étaient les raisons aussi
qui expliquait cet état de fait. Vous avez aussi chaque fois donc, les comparaisons entre les différents secteurs et puis aussi par taille d'entreprise. En moyenne, donc, pour les entreprises qui avaient mis en place du télétravail avant la crise, on avait un taux moyen de 43% d'effectifs qui étaient concernés. Donc, lorsque les entreprises franchissent le cap, il y a quand même une bonne proportion d'employés qui est concernée par le télétravail. C'est en moyenne 2 jours aussi par employé, par semaine, en termes de quantité de télétravail. Pour les entreprises justement qui n'avaient pas mis en place le télétravail, il y a plusieurs facteurs en fait qui sont cités. Alors bien sûr, le plus important, c'est que les tâches ne peuvent pas être faites à distance. On l'a parlé, c'est la nature même de l'activité de l'entreprise qui veut ça. C'est très important dans l'industrie. 3/4 d'entreprises industrielles mentionnent ce problème. Enfin, cette réalité plutôt. Et puis, au niveau des autres composantes, en fait, elles sont liées aussi à la manière de travailler. Donc, on cite notamment les problèmes de coordination au sein des équipes, la difficulté de gérer les équipes à distance, qui est en plus compliquée lorsque les équipes sont nombreuses. Et puis, une part aussi non négligeable, qui avait une certaine peur, une crainte au niveau de la perte de productivité des employés. Et puis aussi une partie où tout simplement les employés n'ont jamais fait part en fait, de leur intérêt, de leur envie à télétravailler en fait, tout simplement. Est-ce que la crise du Covid a fait office de déclencheur? Alors oui, clairement, on voit parmi les entreprises qui n'avaient pas mis en place du télétravail auparavant que près d'1 sur 2 a mis en place du télétravail. Elle a été incitée ou forcée, entre guillemets, par la crise. À l'heure actuelle, les directives du Conseil d'État sont d'implémenter le télétravail dans la mesure du possible. Alors c'est clair qu'on voit, si on prend bien sûr en compte les entreprises qui ne peuvent tout simplement pas mettre en place le télétravail, on voit qu'il y a maintenant une grande partie des entreprises qui le font, donc une grande partie de l'économie et des entreprises jouent le jeu en termes de télétravail, s'y sont mises aussi de manière proactive. Le télétravail, bien sûr, il fait ressortir des avantages et des défis, et c'est aussi ce qu'on a cherché à savoir, quels étaient un peu les avantages vraiment à implémenter le télétravail, qui, comme on l'a vu, était une pratique courante chez certains, mais totalement nouvelle chez d'autres. Il y a tous des aspects liés au bien-être en fait, des employés qui ressortent, notamment de la réduction du stress lié au déplacement, qui peuvent être plus ou moins importants, l'augmentation aussi générale de la satisfaction des employés avec un meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle. Certaines entreprises aussi font état d'un accroissement de la productivité des employés. Ça répond aussi un peu à ces craintes qu'on voyait aussi tout à l'heure. Donc quand même, une entreprise sur 5 en moyenne a vu aussi la productivité des employés augmenter. C'est aussi plus simple lorsque les enfants sont à l'école et qu'on peut travailler aussi de manière plus concentrée, on dira, sans problème. L'aspect de la réduction de la surface des bureaux, ce n'est pas un élément par contre qui rentre vraiment pour l'instant dans le raisonnement de mettre en place du télétravail. Je pense que ça va clairement chambouler aussi les locaux commerciaux, les espaces de coworking, etc. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore marginal. Là, vous avez le même graphique avec la comparaison entre les grandes et les petites entreprises. C'est vrai que les grandes entreprises sont plus nombreuses aussi à noter une amélioration au niveau de la qualité de vie et du bien-être des employés. L'accroissement de la productivité, par contre, il se mesure plus, il se constate plus dans les petites entreprises. Elles sont aussi plus nombreuses à citer la réduction de la surface des bureaux comme étant un élément aussi, une composante clairement dans le choix de faire du télétravail. Au niveau des défis, donc l'autre revers, on va dire le revers de la médaille, quelles sont les complications et qu'est-ce que les entreprises notent comme choses qui pourraient être améliorées? Alors clairement, il y a plusieurs aspects qui ressortent de cette étude. C'est d'une part la problématique de la communication. On l'a vu, gérer des équipes à distance, ça peut être compliqué. La communication aussi entre les employés, entre les équipes, mais aussi avec les managers qui peut être très compliquée. Il a fallu aussi mettre en place une infrastructure, ce qui a été, comme je l'ai dit aussi au printemps, nouveau pour les entreprises et puis qui ont dû le faire dans un laps de temps très court. Aussi au niveau des aspects, bien sûr, de la protection des données, de la cybersécurité, qui est un point très, très important aussi, essentiel, qu'il faut respecter aussi dans la mise en place du télétravail et tenir compte de cette problématique. Et puis d'autres aspects, on va pas tous les citer, mais le contrôle du respect des horaires de travail aussi,
Donc voilà un peu les défis qui sont mis en avant par les entreprises avec voilà, des choses qui devront être mises en place pour parer à ces complications et à ces défis qui peuvent apparaître. On peut encore citer le fait que la résistance interne, qu'elle soit des collaborateurs ou des managers, est quelque chose de marginal en fait. Hein. C'est en général pas un point bloquant dans la mise en place du télétravail. Vous avez à nouveau la comparaison, donc même graphique, mais entre les petites et les grandes entreprises. Je ne vais pas rentrer là non plus trop dans le détail. On voit que les grandes entreprises sont un peu plus nombreuses à faire état de ces défis. En termes organisationnels, c'est toujours aussi un peu plus compliqué dans les grandes structures, ce qui est logique. Et on voit étonnamment qu'il y a aussi une résistance des managers qui est un peu plus poussée dans les grandes entreprises. Au niveau de ce que les entreprises ont mis en place pour cadrer vraiment la pratique du télétravail, elles sont diverses. Hein. Certaines ont spontanément fourni du matériel aux employés. Il a fallu aussi adapter le management pour assurer un suivi cohérent et puis mettre en place un règlement spécifique. C'était quelque chose aussi qui a abondamment été mis en place par les entreprises. Alors justement, la CVC y a participé avec d'autres organisations romandes, notamment l'Union patronale suisse, à l'élaboration d'une convention de télétravail destinée aux entreprises de tout secteur pour justement les aider dans la mise en place du télétravail, de définir ce qui peut être fait, ce qui peut ne pas être fait. Le télétravail, ça touche aussi le droit du travail. Donc, c'est des aspects dont il faut vraiment tenir compte lorsqu'on met en place cette nouvelle pratique. Et ça ressort clairement, apparemment, d'un besoin des entreprises, que vous voyez aussi sur ce slide. Elles sont très demandeuses de bonnes pratiques en fait, qui sont mises en place par les autres entreprises et qu'elles pourraient reprendre aussi à l'interne. Et puis, elles ont besoin d'informations sur les aspects contractuels et réglementaires. Donc, c'est à ces questions-là que la convention de télétravail que nous avons mis en place répond justement à ces aspects-là. Il faut aussi que le changement se fasse à l'interne. Ça nécessite aussi une formation des managers et des collaborateurs. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est mis en avant par les entreprises. Et finalement, pour terminer, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur le télétravail. Est-ce que c'est un phénomène de mode en raison de la situation actuelle? Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer? On a l'impression que c'est vraiment maintenant un outil qui s'inscrit dans la durée. C'est en tout cas ce qui ressort de cette enquête. Vous avez 17% seulement des entreprises qui prévoient de ne plus faire recours au télétravail, donc de revenir en arrière, entre guillemets, et ne plus pratiquer le télétravail, alors qu'une bonne partie des entreprises vont le continuer, mais dans une moindre proportion, puisque c'est vrai, à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises sont à des taux très élevés de télétravail, parfois à 100% pour certains employés. Ça pose aussi des défis en termes organisationnels, on l'a vu, donc le télétravail, oui, ça va continuer, mais dans des proportions aussi qui seront moindres. Mais c'est clairement un nouvel outil à disposition des entreprises et qui va nous accompagner encore durant des années. Donc voilà un petit peu pour cet aspect sur cette deuxième partie de notre enquête qui avait trait au télétravail. Vous avez ici eu quelques slides. La présentation est disponible sur notre site web. Vous avez vraiment tous les éléments chiffrés, graphiques, etc. que vous retrouvez sur notre site web cvci.ch/enquête. Et puis, j'en ai terminé donc pour cette présentation et je repasse la parole à Jean-Pascal pour la partie des questions-réponses. Merci Patrick Thurn. On va donc passer aux questions-réponses. Vous pouvez toujours poser vos questions sur la plateforme en ligne. Je me permettrai peut-être de commencer par une question sur un élément d'actualité de ces derniers jours, le vaccin. On en parlait de manière relativement abstraite jusqu'à il y a une dizaine de jours, peut-être un peu plus. Et là, on voit qu'on a des résultats positifs. J'adresserai peut-être cette question à René-Pierre Giavina. Les bourses ont réagi positivement, en tout cas provisoirement. Est-ce qu'on sent ailleurs, dans les indicateurs économiques ou dans les taux d'intérêt, que la possibilité qu'un vaccin permette d'accélérer la sortie de crise est peut-être là? Effectivement, Jean-Pascal, les bourses ont fortement réagi à l'annonce de ces vaccins. Quand bien même la mise à disposition des vaccins de la population se fera
tout au long de 2021, on ne sera pas vacciné en Suisse, la majorité de la population en Suisse ne sera pas vaccinée avant l'automne 2021, n'empêche que les bourses ont fortement profité. Par contre, si on regarde les autres sondages conjoncturels qui sont en train d'être publiés, ils ont une vision à beaucoup plus court terme, parce que très souvent, ces sondages ont été faits avant la publication de ces vaccins. Donc à court terme, on va avoir une situation un peu compliquée en termes conjoncturels, une croissance économique en Suisse et dans la zone euro qui va être atone, voire légèrement négative sur le troisième trimestre. Par contre, sur 2021, on devrait avoir des effets extrêmement positifs sur l'accélération de la croissance. Ces effets extrêmement positifs sur l'accélération de la croissance auront un effet de bord sur 2022, où là, la croissance sera peut-être un tout petit peu moins dynamique que ce qui est anticipé pour l'instant. Merci. Et donc, posez vos questions sur la plateforme. Et pour rebondir sur les vaccins, j'ai une question pour Patrick Thurn. Est-ce que le télétravail survivra à l'arrivée d'un vaccin ? Oui, je pense qu'il survivra à tout en fait, hein, puisque ça sort en fait du sondage. Effectivement, c'est une pratique qui est maintenant mise en place à large échelle. C'est clair que le Covid, on l'a vu, hein, ça a vraiment fait office de déclencheur chez beaucoup d'entreprises, mais c'était quand même une pratique qui, on l'a constaté aussi sur les 10 dernières années, prenait de plus en plus d'importance parmi les entreprises. C'est aussi l'occasion de repenser un peu le mode du travail. On a aussi un droit du travail qui est assez obsolète sur certaines choses. Le télétravail arrive avec de nouvelles pratiques. C'est l'économie qui se renouvelle, et ça, c'est clairement indépendant, je dirais, du Covid, même si la crise a fait office de déclencheur, comme je l'ai dit. On aura sûrement, une fois le retour à la normale et puis un vaccin disponible, on aura sûrement justement peut-être une diminution de la proportion d'entreprises qui recourent au télétravail, mais ça restera un outil clairement sur la durée. Bon, nous n'avons pas de questions sur la plateforme. Peut-être pour conclure et vous laisser encore quelques instants si vous souhaitez nous poser une question. J'ai une question pour René-Pierre Giavina qui concerne l'autre actualité du moment, à savoir dans la première économie du monde, cette transition entre le président actuel est celui qui sera très probablement désigné pour lui succéder, une transition qui a semble-t-il, un peu de peine à se faire. Est-ce que ça a un impact sur la conjoncture, ou est-ce que les marchés réagissent de manière finalement se sentent relativement peu concernés et on sent peu d'impact? C'est une question intéressante. Si on prend un petit peu de recul, énormément de gens anticipaient une vague bleue, c'est-à-dire une vague démocrate au niveau de l'élection américaine, ce qui, à court terme, se serait traduit par un plan de relance gigantesque. Le fait que le gouvernement ait donc un déficit budgétaire gigantesque et donc une augmentation de l'endettement des États-Unis extrêmement importante. Le fait que le Congrès soit partagé entre la Chambre des représentants et puis j'ai oublié les autres. Le Sénat tempérera un tout petit peu ce plan de relance qui est peut-être à court terme un tout petit peu décevant. Par contre, ça aura un élément bénéfique au niveau des autres volets un tout petit peu extrémistes, si je peux me permettre l'expression, qui voulaient être mis en place, c'est-à-dire augmenter la taxation des entreprises, augmenter la taxation des ménages, faire des forts investissements pour verdir l'économie américaine. Donc ça a aussi des effets bénéfiques, et on le voit. Ça s'est traduit au niveau de l'activité boursière ces derniers temps. On a des marchés qui ont accueilli, je dirais même chaleureusement, la probable élection de Joe Biden à la présidence américaine. Bien, merci. Pas de questions, donc nous allons mettre un terme à cette conférence web. Merci d'avoir participé, merci d'avoir écouté, merci de votre fidélité. Vous trouvez toutes les informations économiques de la CVCI et de la BCV sur le site de la Chambre et de la Banque, bien entendu. Vous voyez ici, à l'écran normalement les adresses des sites web qui s'inscrivent. Et on espère vous donner rendez-vous à bientôt pour un de vos cycles de conférences en virtuel ou en physique si l'arrivée d'un vaccin et la pandémie le permettent. Merci, bonne fin de journée, bonne semaine et à bientôt.